merci d'être là. Je vais faire une rapide présentation de chacun d'entre vous. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est que voilà. Je vais. Voilà. Vous avez un micro pour deux, vous ne vous disputez pas. Alors, l'idée, donc c'est de réunir un plateau qui là aussi représente qu'en partie la diversité du centre-ville, mais on aura un temps d'échange avec la salle pour justement faire en sorte que le débat soit vivant. Alors, je l'ai dit, ce débat, on l'a pensé en deux temps. La question des usages, hein, de pourquoi centre-ville. Et c'est cette première question qu'on va aborder dans ce premier temps. Ensuite, on aura un temps d'échange et puis on reviendra à cette question des habitants hein, et de la place qu'ils occupent dans les projets municipaux, de la place qu'on leur donne aussi dans le débat public. Hein, c'est toujours une question qu'il faut se poser, y compris dans la façon dont on remplit cette salle. Et on se la pose. Mais je vais commencer par vous présenter. Alors, Marina Gomis, vous êtes... pardon bravo, ça commence très bien. Marina Mendy, je me suis trompé, je suis désolé. Si je me suis trompé, c'est que vous vous remplacez au pied levé Ali Timizar, qui est le président du CIQ, qui est le président de l'association de commerçants, dont vous êtes la porte-parole et responsable de la communication, c'est ça ? Chargé de projet. Voilà, donc vous nous direz un peu qu'est-ce que prépare cette association, quel est votre point de vue sur la manière dont le quartier se transforme, et on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a 27% de vacances, donc ça intéresse forcément les habitants qui aujourd'hui occupent les cellules qui sont toujours actives. Pour employer le terme technocratique. À vos côtés, Laurent Falzoy, bonsoir. Alors, vous êtes entrepreneur et on vous connaît parce que vous avez entrepris justement une des opérations que les élus souhaitent souvent, parce que c'est une opération nouvelle dans une artère qui a longtemps et est restée longtemps, on va dire, immobile, puisque vous avez installé le Babel Community en plein milieu de la rue de la République, un lieu tiers, un lieu... Bon, vous nous expliquerez exactement quel est ce lieu. Et à vos côtés, on trouve un urbaniste qui connaît très bien la rue de la République, David Matteo Escobar. Vous êtes membre de l'association Un Centre-Ville pour tous. Et avec cette association, vous avez mené une série d'études sur les effets des politiques municipales, notamment de rénovation, à la fois dans les quartiers centraux, Noailles et Belzunce, mais aussi sur la rue de la République, et les effets que ces politiques ont eus sur la population, et leur départ ou pas. Sabine Berlusconi, je vous présente quand même. Hein. Vous êtes la maire de secteur donc, depuis les dernières élections, mais vous êtes élue depuis longtemps dans le centre-ville, que vous connaissez bien. Vous êtes aussi vice-présidente du département, un département qui est important, qui a un levier important aujourd'hui dans la transformation du centre-ville, même si on peut se poser la question de son rôle effectif dans la stratégie qui est aujourd'hui municipale et le plan ambition centre-ville. Mais je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler. Mais commençons par vous, Laurent Falzoy, puisque finalement, le nouveau centre-ville, c'est vous, quoi. Hein, ce lieu mixte, ce nouveau Marseille qu'on nous vante au cul des bus, c'est vous, vous êtes... la patate chaude. Donc, bonsoir à tous. Alors, c'était un peu provocateur, mais vous saviez que vous allez vous poser la question, donc vous n'êtes pas complètement... Je savais quand même poser ces questions. Alors, du coup, je vais répondre non, pas que, mais on en fait partie, enfin, on espère du moins y participer à ce nouveau centre-ville. Pour vous expliquer peut-être rapidement ce que c'est que The Babel Community, pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, effectivement, c'est un immeuble qui est au milieu de la rue de la République, au 70 rue de la République, qui a ouvert il y a peu de temps et qui a ce qu'on appelle un tiers-lieu, donc qui est au sein d'un même espace, mélange plusieurs fonctions. C'est un peu un laboratoire de test, puisque c'est notre première implantation à Marseille et en France. Et donc on va retrouver une fonction de logement, une fonction d'espace de travail, espace de coworking, espace de travail avec des bureaux, et également un restaurant qui pour le coup lui est ouvert sur le quartier, ouvert sur la rue, et ouvert effectivement à tous les habitants et au public. Voilà, donc l'immeuble, l'acquisition de l'immeuble s'est faite en 2015. Alors, c'est pas vous qui l'avez acheté, hein. C'est pas moi qui l'ai acheté du tout. Moi, je me suis simplement occupé du projet, effectivement, et de réfléchir à une manière justement de mixer les usages dans une rue qui était un petit peu abandonnée en tant que Marseillais, effectivement. Enfin,
pour faire un écho à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas mettre en dualité le centre-ville et... Enfin, effectivement, les frontières sont assez poreuses et il n'y a pas le centre-ville et le reste de la ville. Et notamment, la rue de la République est assez intéressante puisqu'elle fait justement un lien entre un hypercentre, enfin, en tout cas entre le Vieux-Port et un quartier d'affaires qui est le quartier de la Joliette. Et donc, où s'arrête le centre-ville. En tout cas, elle a vocation à faire ce lien-là entre l'hypercentre-ville de Marseille et le quartier qui est plutôt un quartier de bureau, qui est maintenant le quartier de la Joliette. Et du coup, effectivement, c'est une ville qui doit, enfin une rue, pardon, qui doit trouver sa place, son positionnement. Et du coup, voilà. Donc, on a testé au sein d'un même espace de mixer différents usages, que ce soit de l'habitation, du bureau et de une partie restauration en pied d'immeuble. Plutôt, pour le coup, pour une population, on en parlera tout à l'heure du pour qui, mais non, mais c'est important de le préciser parce que effectivement, si on veut louer un appartement à Babel Community, bon, ben, c'est pas le même prix que à Noailles. C'est pas forcément déjà pour même dans le 5e. Non, puis c'est pas forcément pour des résidences de longue durée. Hein. Donnez-nous une idée des fourchettes un peu de prix. Vous avez une idée ou... Oui, enfin j'ai évidemment. Mais ça sera très concret pour les gens. J'en sais absolument rien. Donc, il faut effectivement, donc c'est plus cher effectivement que le prix. C'est une résidence hôtelière en fait, hein, donc on y vient. C'est un peu un tremplin, mais plutôt pour une population effectivement. C'est pas le même tremplin. C'est pas le même tremplin effectivement. C'est des gens qui viennent s'installer à Marseille. Non mais je le dis tout à fait ouvertement. Hein, les prix on a des appartements en colocation et après des appartements sur des T1, des T2. Donc c'est essentiellement pour des actifs, jeunes actifs. C'est pas fait pour des familles du tout puisque c'est des appartements de petite surface. Et c'est de la location mensuelle minimum, et on peut y rester autant qu'on veut, mais en général, c'est plutôt pour des séjours qui sont à peu près de 6 mois. Donc c'est soit des gens qui viennent à Marseille pour travailler, qui ont des missions sur place, et qui sont là de manière très temporaire, soit c'est des personnes qui viennent s'installer à Marseille, parce qu'il y en a quand même de plus en plus aussi, et qui viennent de Paris, de Lyon, ou d'ailleurs, peu importe, ou de l'étranger, et qui, le temps d'une période d'essai parce qu'elles sont en période d'essai, qu'elles ont trouvé un nouveau travail à Marseille, ou le temps de trouver un appartement qui leur plaît mieux dans un quartier autre de Marseille, viennent s'installer dans cet espace. C'est une sorte d'atterrissage en douceur à Marseille. On sait que Marseille peut être parfois brutal quand on arrive, enfin en tout cas double tranchant. Et du coup, voilà, on l'a imaginé comme ça. Après, ça fait très peu de temps que c'est ouvert, et du coup, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une sorte de petit laboratoire. Parce que, enfin, d'un point de vue plus personnel, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, je pense que la mixité des commerces, des petits commerces, de plus grandes enseignes, d'espaces de bureaux, d'espaces un peu, d'espaces d'habitation au sein d'un quartier, d'une rue, me semble être une des solutions, en tout cas à explorer pour redynamiser un centre-ville. Nous, on l'a fait à l'échelle d'un immeuble, mais ça peut effectivement se faire à l'échelle de quartiers, de rues, de pâtés de maisons. Enfin, voilà. Ouais, c'est justement pour ça qu'on souhaitait avoir la parole des commerçants de Belzunce. Quels sont là, pour le coup, à Belzunce, on va trouver un tissu commercial beaucoup plus traditionnel, hein, qui est un tissu qui est ancien, hein, et qui est une des valeurs comptoirs de la ville, hein, qui fait partie finalement de ce côté tremplin qu'a la ville, avec du commerce de gros, de mi-gros, et des hôteliers. Le président de votre association, Ali Timizar, est lui-même hôtelier. Il est retenu d'ailleurs par ses activités hôtelières, et c'est pour ça qu'il ne nous a pas pu rejoindre. Quelles sont les revendications? Comment ils accueillent ces tiers-lieux, cette volonté de faire vitrine, le côté Broadway, Chinatown, j'ai lu il y a peu de temps, vanté par la mairie de secteur et la mairie généralement. Comment ils l'accueillent? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors il faut mettre le micro à peu près la bouche. Je sais que c'est pas très agréable, mais c'est beaucoup vous entendre. Alors comment ils l'accueillent? Déjà, je peux dire une chose, c'est que le Chinatown leur fait peur. Voilà, parce que c'est des petits commerçants qui ont du mal à pérenniser leur commerce parce qu'ils sont reclus sur eux-mêmes. C'est très compliqué pour eux d'accueillir ce projet, mais ils ont quand même une volonté de sortir justement de leur petit espace et de la réserve. Donc du coup, l'association des commerçants a décidé, là, a revu ses objectifs et a décidé d'ouvrir le commerce, les petits commerçants vers le monde
à travers diverses actions, comme par exemple la digitalisation. Actuellement, on voit la digitalisation parce que voilà, ça peut être un tremplin pour ces commerçants. Mais juste pour préciser, quand on dit Chinatown, ça fait peur. C'est quoi qui fait peur? Est-ce que c'est le fait qu'on plaque un modèle venu d'ailleurs sur un quartier qui aujourd'hui n'est pas spécialement, enfin n'appelle pas ça, hein. C'est parce que on aurait pu appeler ça, je ne sais pas, Algérie Town ou Maghreb Town, mais curieusement on préfère Chinatown. Mais c'est une vraie question d'ailleurs, hein, pourquoi on préfère Chinatown. Donc qu'est-ce qui fait peur dans Chinatown, les commerçants que vous connaissez, qu'est-ce qui les effraie là-dedans? Ce qui les effraie, c'est la peur de... je ne sais pas comment expliquer. En fait, ils ont peur vraiment que ça tue leur commerce. C'est-à-dire que leur commerce soit remplacé par un autre type de commerce. Exactement. Qui serait porté par une volonté extérieure au quartier, finalement. Ils ont peut-être un peu aussi l'impression qu'on se sert du Chinatown pour les écarter. Voilà, donc... on essaye de leur expliquer que c'est peut-être pas la volonté non plus de la mairie de les écarter, qu'il faudrait peut-être repenser le commerce. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils ont du mal à pérenniser, comme je dis, parce que ils se lèvent tous les matins, ils ont besoin de manger, ils pensent pas à autre chose que ça. Voilà, c'est pas des commerces c'est pas des gros commerces non plus. Donc du coup, ils ont du mal à... D'accord. Mais ça veut dire qu'au quotidien, ils n'ont pas forcément les outils d'accompagnement qui leur permettraient de se projeter dans l'avenir. C'est ça. C'est pour ça que là, actuellement, on pense à créer des outils pour ça et à créer des activités. En fait, ce qu'on voudrait faire de Belzunce plus tard, c'est le quartier de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Okay. Voilà, on aimerait passer du gros demi-gros, de l'hôtellerie à l'économie sociale et solidaire, mais c'était une piste possible, hein, puisque via l'hôtellerie notamment, il y a des missions sociales qui sont réalisées aujourd'hui par les commerçants de Belzunce. C'est possible. Mais une de vos préoccupations, mais après on vous posera la question directement, hein, finalement, de l'intention, puisque le Chinatown, il est venu de vous, finalement. Hein, c'est une expression que vous avez utilisée, Madame le maire. Il y a aussi une préoccupation sur les espaces publics, puisque je crois que vous avez mené une forme de lobby pour faire en sorte que les espaces publics de Belzunce soient des espaces vraiment publics, aménagés pour le public. Pour le public et pour les commerçants aussi, parce que du coup, le problème c'était que le tourisme contournait le quartier, puis ceux qui rentraient à l'intérieur avaient un petit peu d'appréhension, ce qu'on peut comprendre. Donc oui, c'était important aussi que Belzunce ait un autre visage pour pouvoir redynamiser le quartier et ses commerces. Voilà. D'accord. Bon, alors donc, rentrons dans le vif du sujet, Madame Berlusconi. Chinatown, c'est vous? Non, Chinatown, c'est pas vous, mais l'expression, en tout cas, vous avez l'habitude finalement d'utiliser ces termes-là. Hein, on se souvient de Soho, on se souvient de Broadway. Est-ce que le modèle est ailleurs et est-ce que finalement la Chine fait moins peur? Non, le modèle est partout. Le centre-ville de Marseille reste un centre-ville caractéristique, et quand je parle de Broadway marseillais, et quand je parle de Chinatown, effectivement je parle de quartier chinois, au cœur d'un quartier où aujourd'hui je ne me suis pas posé la question de savoir, c'est une image quand on parle du nom, mais quel est le problème aujourd'hui? Ce sont des taux de vacances de commerce qui sont importants, il n'y a pas de concurrence, il y a aujourd'hui une problématique. Des grossistes chinois qui aujourd'hui sont très fortement implantés dans un quartier, qui vit autour de cette activité et qui risquent de quitter le quartier pour aller s'installer parce qu'il y a une opportunité qui a été créée ailleurs sur le même territoire, et qui risquent de quitter ce territoire là où nous avons constaté qu'il y a déjà beaucoup de commerces qui sont fermés. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait les faire rester ? Il y a des choses très pragmatiques quand je suis allée les rencontrer, en leur posant cette question, qu'est-ce qui pourrait vous faire rester? La première, c'est que pour la plupart, ils ont encore 2 ans de baux signés. Donc quand on est économiquement calculateur, évidemment, eh bien, on ne va pas quitter tout de suite le quartier. Mais moi, je lis la presse,
Je lis les peurs et je les vois partout. Le coup fatal porté au centre-ville, le MIF 68, la désertification des quartiers, des grossistes. C'est à ça que j'ai voulu répondre. Et je me suis dit quoi? Je vais juste finir. Non, mais juste pour dire ce que c'est MIF 68, c'est juste... pardon. Voilà, parce que c'est un projet finalement... C'est un quartier des grossistes, voilà, un quartier des grossistes essentiellement qui va s'installer, voilà. Qui va s'installer au pied de continent, comme on dit, du Grand Littoral, dans les quartiers nord. Hein. C'est important de le préciser, je ne sais pas vous couper. Oui, pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, comme c'est un quartier de grossistes essentiellement chinois, les grossistes qui sont issus de cette communauté chinoise qui aujourd'hui font de l'activité, produisent de l'activité dans un cœur de ville qui est en difficulté, risquent de quitter. Alors moi, je me pose la question, oui, comment ils peuvent rester? Donc je recommence à le dire et je vais les voir et on pose cette question. Et la réalité, c'est qu'ils peuvent encore un petit peu rester. Et tout le monde s'accorde à dire que si cette activité-là quitte en même temps le centre-ville, c'est encore un coup difficile, un coup dur à vivre pour le centre-ville. Donc voilà pourquoi je me suis dit, pour les faire rester peut-être, proposons-leur de passer du commerce de gros au commerce de détail. On peut envisager la question de développer des activités qui vont former une attractivité, une attirance pour cette communauté chinoise et pour d'autres, parce qu'on connaît des quartiers ailleurs, quartiers chinois, l'Italie, enfin bref, dans des grandes villes internationales. Et ces quartiers-là, ils sont intéressants, ils sont attractifs, ils sont des quartiers de diversité et ils sont aussi des facteurs, y compris d'attractivité touristique. Des quartiers où on a envie d'aller. Et ben moi je me suis dit peut-être que ça pourra être une constituante et devenir un quartier où on a envie d'aller, donc une plus-value pour ce quartier. Et donc je suis allée voir le consulat, on leur a proposé cette idée, nous avons travaillé, je peux vous dire où on en est, on s'est aperçu que les Chinois qui étaient très présents sur ce quartier, arrivés d'une même commune, celle de Belle-Province, celle de Guangzhou, le consul nous a mis en lien pour travailler sur quelque chose qui soit de l'enracinement, donc il faut de la culture, il faut pas seulement, c'est pas du marketing que je suis en train de vous proposer, c'est peut-être de travailler à faire en sorte que ceux qui sont une plus-value aujourd'hui pour le centre-ville ne quittent pas parce qu'il y a un effet d'aspiration et aient envie de rester. Et donc il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de traiteur pour l'instant, il n'y a pas de petits cabinets de coiffure pour des petits commerçants qui pourraient, il n'y a pas non plus d'autres investisseurs plus importants qui pourraient aussi venir sur des investissements peut-être qui seraient liés à l'habitat, des médecines chinoises, de la thérapie chinoise, un grand marché, de la botanique, des liens avec des villes de Chine, des échanges culturels, avec les universités. Yvon Berland, vous savez, la Marseille ouvre une filière en Chine. Oui, mais juste tout ça, ça existe dans le centre-ville. Oui, mais si je puis me permettre, voilà. si on parle des quartiers chinois de New York et d'ailleurs, c'est pas un maire qui a décidé un jour que ça allait devenir un quartier chinois. Eh ben, je suis d'accord avec vous, voilà. J'ai bien conscience de ça. Voilà. J'ai bien conscience de ça, mais c'est juste que c'est déjà, il y a 3 rues à Marseille qui sont déjà un petit quartier chinois. Ça existe ailleurs. Je le sais vous savez aussi que c'est pas un maire, mais vous savez qu'à Marseille, on a quand même des forces qui sont un peu différentes d'ailleurs. Il y a des choses qui se construisent. Pourquoi ailleurs? Dans les centres-villes, il n'y a plus de gens en difficulté, ils sont ailleurs dans les banlieues. Eh bien, nous, les centres-villes, Marseille fonctionne à sa manière. J'ai la faiblesse de croire peut-être, mais enfin l'ambition de porter un projet comme ça, je sais que ça prendra du temps, je sais que ça marchera peut-être pas, et j'ai bien conscience que c'est pas quelque chose qu'on va imposer ou dicter à une communauté. C'est pour ça que je travaille aussi avec le consulat sur la question de la culture, sur la question de l'enracinement, sur la question du rapprochement entre les deux villes. Mais pourquoi? Parce que c'est à eux de décider si cette idée, cette vision peut leur convenir et répondre à un besoin, à une attente qui ferait qu'il y aurait cette attractivité dans ce quartier. Maintenant, j'ai beaucoup entendu de critiques et j'attends les propositions des autres. Il y a 3 rues qui sont aujourd'hui vraiment très identifiées grossistes chinois. Eh bien, est-ce qu'on les laisse se vider? Est-ce qu'on apporte quelque chose? Qui a d'autres solutions? Moi, je suis prête à discuter de tous les projets. En tout cas, moi, pour ces 3 rues, je propose ce projet-là. Et j'ai bien conscience qu'on ne va rien imposer à personne. Non, mais et j'ai bien conscience que ce sera loi. Vous savez, pour être journaliste, mais pour être citoyen, tout court, on a parfois l'esprit mal tourné. Et qu'on se dit qu'avant d'être un quartier chinois, Balzun c'était un quartier arabe, vous voyez. Et ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours.
Et alors, c'est un quartier cosmopolite, mais c'est tout le centre-ville de Marseille qui est cosmopolite, c'est sa force. Oui, non, mais c'est la vraie question. La question, c'est savoir qu'effectivement, aujourd'hui, la Chine paraît, comment dire, une forme d'Eldorado, alors que l'ancrage, oui. Micro. D'accord, il faut le micro. Mais on va. Je vais poser la question à David Matteo Escobar. Vous êtes urbaniste. Qu'est-ce que ça vous, finalement, vous connaissez ces quartiers, hein, puisque vous les avez arpentés, vous connaissez immeuble par immeuble, puisque vous avez tiré une forme de bilan de la politique municipale qui avait été réalisée par la municipalité dans les années précédentes. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle vague ça sonne, je crois que c'est celui-là. En fait, il vaut mieux prendre le filaire, si ça vous dérange pas. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle vague de politique municipale, cette nouvelle ambition pour le centre-ville? Est-ce que vous y voyez une vision? Alors, ambition centre-ville, je pense que c'est déjà très nouveau. C'est-à-dire qu'il faudra attendre, voir comment tout ça se met en œuvre. Ceci dit, ça me fait quand même penser pas mal à ce qu'on a vu au début des années 2000. Et là, je me réfère à une étude qui a été publiée en 2013 par des chercheurs de l'IER sur le centre-ville de Marseille, notamment les politiques de l'habitat, du logement dans ces quartiers-là. Ça me fait penser en 2001 des documents, un schéma de cohérence pour le centre-ville qui a été fait par la direction de l'habitat. La Gamme avait produit également un document qui faisait un peu le bilan de la politique municipale de 1995 à 2001. Et si vous voulez, il y a une sorte de mise en cohérence ex post, donc a posteriori, des actions qui sont mises en œuvre de manière quelque peu désordonnée, sans que forcément il y ait un projet qui s'exprime en tant que tel. Et là, Ambition Centre-Ville, ça me fait un peu penser à ça, à nouveau, puisque, en gros, il y a une sorte de fin de période dans l'action publique municipale pour le centre-ville qu'on peut situer aux alentours de 2008-2009, la fin des PRI, des politiques de réhabilitation incitative, avec d'ailleurs des bilans très difficiles. Juste PRI, c'est périmètre de restauration immobilière, l'opération qui embrassait une grande partie du centre-ville, hein, Belzunce, Noailles, le Panier, et dont le bilan a été tiré par une enquête municipale, hein, le mandat précédent. Voilà. Oui, et puis par la Chambre régionale des comptes, et un peu plus tard... avec des avis un peu divergents entre l'enquête municipale et celui de la Chambre régionale des comptes. Oui, et également un rapport très important, malgré le fait qu'il n'a pas eu beaucoup de visibilité, qui est le rapport Nicole sur la question du traitement de l'habitat privé à Marseille. Donc, juste pour dire que, voilà, à partir de 2009, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans les intentions politiques municipales, avec donc en 2009 une délibération sur le projet centre-ville Vieux-Port. Une année après, il y a une nouvelle délibération opération Grand Centre-Ville. Donc déjà là, à 2 années de suite, 2 documents qui expriment des choses pas tout à fait à la même échelle, pas tout à fait sur les mêmes dimensions, pas le même type d'ambition. Déjà, on ne sait pas trop c'est lequel de ces documents qui fait référence. Et donc ensuite, le temps va passer, on va faire le raménagement du Vieux-Port pour Marseille 2013. On met en place cette opération Grand Centre-Ville par notamment le lancement de tout un tas d'études diagnostiques, ce qui est très important parce que c'est important de réactualiser la connaissance que l'on a sur les évolutions de ces quartiers pour pouvoir mieux planifier. Et on arrive en 2017 et là, la ville de Marseille fait faire une étude pour redéfinir sa politique du logement, mais de l'habitat de manière plus générale. Donc cette étude donne lieu à une délibération qui donc valide les orientations qui sont préconisées. Et à la fin de cette année, donc décembre 2017, pareil, donc cette fois-ci non pas la ville mais la métropole valide cette ambition centre-ville. Donc si vous voulez, moi je me dis, déjà on redéfinit la politique du logement et de l'habitat en 2017 alors qu'on a lancé une opération Grand Centre-Ville en 2010. Donc comment cette première
Opération Grand Centre-Ville prend acte, s'infléchit, s'adapte à ces nouvelles orientations, autant qu'elles soient vraiment nouvelles, ou bien est-ce que c'est pas, pour reprendre la formulation que vous aviez dans un de vos articles, est-ce qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux? Bon, voilà tout un tas de questions qui me font aujourd'hui penser que cette ambition centre-ville ressemble plus à une sorte de mise en cohérence a posteriori d'actions mises en place de manière quelque peu désorganisée, ce qui n'est pas forcément mauvais. Je veux dire, à un moment donné, il faut trouver aussi les articulations entre des actions quelque peu éparses. Ouais. Pourquoi vous rigolez? Je vais poursuivre cette lancée parce que, effectivement, là, il y a quelques semaines, je crois que c'était en décembre, dans une interview à la Provence, Martine Vassal a elle-même dit il n'y a pas de vision pour le centre-ville. Elle l'a dit, elle l'a écrit, un journaliste l'a écrit. Alors, je ne sais pas vous n'êtes pas sa porte-parole ici, et vous n'êtes pas non plus comptable de l'ensemble de la politique menée par Jean-Claude Gaudin depuis 1995. Mais toutefois, s'il y a une vision, quelle est cette vision? Quelle est votre vision pour le centre-ville? Et après, on interrogera Laurent Falzoy, parce que je pense que vous aussi, vous avez une partie de cette vision en vous. Alors, le centre-ville, celui que moi je considère, c'est ce que j'appelle le cœur historique de la ville. Pour moi, le cœur, ça se décline pas en arrondissement, mais enfin, grosso modo, dans l'imaginaire collectif extérieur, et pour les Marseillais, on est du Vieux-Port à la Canebière et on tourne autour, c'est ce que j'appelle le cœur de ville, le centre-ville historique. Et ce centre-ville historique, à quoi on travaille? Tout ce travail d'ambition centre-ville, c'est pour l'amener où? Eh bien, c'est pour l'amener vers un retour à son identité. C'était quoi l'identité du centre-ville au temps où finalement Marseille allait bien, était attractive, était une ville qui recevait sur le port des marchandises du monde entier? C'était quoi? C'était le centre-ville où on venait au spectacle, où on venait habiter, le centre-ville qui présentait les usages diversifiés qui sont les caractéristiques d'un centre-ville, ce qui fait qu'un centre-ville n'est pas un centre commercial. Je mets ça de côté, peut-être qu'on y reviendra. Et c'est avec cette identité culturelle, historique, patrimoniale que moi je souhaiterais que l'on puisse renouer en rajoutant évidemment les nouvelles tendances, en rajoutant aussi une exigence, c'est celle de la ville inclusive, parce que ça aussi c'est dans l'ADN de notre centre-ville à Marseille, et je crois qu'on peut faire exemple, peut-être même dans le monde entier, comme ville qui sait avancer et se développer en considérant l'ensemble de ses populations. Et c'est ça, moi, ma vision du centre-ville. La vision philosophique, après on peut rentrer sur des visions plus concrètes, c'est comment on construit ce centre-ville inclusif, ce centre-ville qui a une identité forte, qui la retrouve et qui contribue à l'identité et au rayonnement de la ville tout entière. Et donc, après, c'est le quotidien. Mais ça, peut-être qu'on pourra y passer tout après. Centre-ville apaisé, le centre-ville qui est pétonisé, qui est agréable, où les espaces de vie sont partagés, un centre-ville qui fait référence aujourd'hui à des nouvelles préoccupations, qui soient laboratoires, pionniers, qui justement proposent à la fois des tiers-lieux, mais à la fois également des réponses ou des expérimentations, comme l'agriculture urbaine, par exemple. Voilà, c'est ça le centre-ville que nous souhaitons construire. Un centre-ville qui soit effectivement, derrière le mot inclusif, c'est qui avance ensemble, qui prend ses forces, qui prend ses tendances et qui avance. Voilà. Moi, c'est ça ma vision du centre-ville. Alors après, je ne sais pas comment tout ça se market, se met en cohérence. Et vous avez certainement... Ah non, vous le savez, non, mais je le sais parce que centre-ville. je le lis. Oui, mais c'est d'accord. pas ça. Mais j'y participe aussi, d'accord. nous. Et Ambition Centre-Ville propose une différence, je pense. Parce que M. Escobar, il n'a pas tort dans ce qu'il dit. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure. Parce que, oui, il y a dans Ambition Centre-Ville une mise en cohérence des politiques, parce que ça ne fait pas...
il ne s'est pas rien passé dans le centre-ville depuis des années, bien au contraire. Mais peut-être que tout ça avait eu un peu de mal à être mis en musique et peut-être à être porté sur une vision, celle que je vous ai donnée, en tout cas celle que nous proposons aujourd'hui. Et donc il y a les deux. Et c'est un travail collectif. Moi je vois que la grande différence aujourd'hui, parce que quand vous avez parlé des parcs, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à toutes les délégations d'élus et de collectivités qui travaillent les unes quasiment opposées aux autres. Et vous savez, la communauté urbaine, comment je l'ai appelée moi pendant des années, c'est l'Europe. Tout ce qui va mal, tout ce qui ne marche pas, c'était la communauté urbaine ou c'est la métropole. Moi j'appelle ça l'Europe, parce que quand ça va mal en France, c'est la faute de l'Europe aussi. Donc ça a changé. Et ben, cet état d'esprit, il a changé. C'est un collectif qui avance, qui partage la vision, qui souhaite des résultats, et les collectivités qui en font travaillent dans le même sens. Et vous parliez tout à l'heure de Martine Vassal. Nous n'arrivions pas aujourd'hui, après je ne sais pas, je ne parle pas des propos, je parle des actes. Moi ce qui m'intéresse c'est les actes. Mais nous n'arriverions pas aujourd'hui à être dans une politique d'accélération, de requalification, enfin bref, tout ce qui est contenu dans le document de manière concrète que vous pouvez lire dans Ambition Centre-Ville, si nous ne pouvions pas bénéficier des financements du conseil départemental. Ça, et ça, on l'avait compris, bien. effectivement. Oui, mais on a compris, mais jusqu'à présent, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et il y a un peu de ça, je crois avoir compris dans le mot éparse. Éparse, c'est chacun qui travaille de son côté, c'est les responsabilités qui sont renvoyées les unes sur les autres. Alors c'est pas moi, c'est la communauté urbaine. Moi, vous savez, je me mets à la place des gens, c'est insupportable. Voilà, donc aujourd'hui, c'est responsabilité collective. C'est soit nous arrivons à avancer, soit, écoutez, on en tirera les conséquences. Les élections sont faites pour ça aussi, effectivement. Laurent Valzeuil, vous parlez d'un tiers-lieu, mais un tiers-lieu, il ne vit pas sans un lieu autour. Une ville ordinaire dont on parlait tout à l'heure. Hein. Cette ville où finalement il faut des espaces verts, il faut des jardins d'enfants, il faut des endroits, il faut des commerces et de proximité. Voilà. Et ça, singulièrement, dans le centre-ville de Marseille, on a du mal à trouver finalement ces parcs, ces jardins, ces écoles parfois à proximité. Est-ce que c'est pour vous une problématique qui repose sur un équilibre donc, entre les aménagements ? Oui, c'est pour ça que je répondais tout à l'heure à votre question quand vous m'avez demandé est-ce que vous faites le nouveau centre-ville ? Non, parce que seul, évidemment, on ne fait pas le nouveau centre-ville et qu'on a besoin d'être intégré dans effectivement une mixité urbaine qui mélange à la fois des lieux d'habitation traditionnels, on va dire, parcs d'habitation traditionnels, du logement social, des petits commerçants, on en parlait tout à l'heure, des plus grandes enseignes dans certains quartiers, et effectivement des lieux d'innovation, des tiers-lieux, des espaces de travail, des résidences hôtelières également. Et c'est le tout, et c'est ce mélange de population qui fait un quartier au final. Parce que c'est ça, on parle d'un quartier avant tout. Ce qui est intéressant, on en a parlé quand j'ai eu les premiers échanges pour venir participer à ce débat, c'est une des questions à laquelle on aimerait répondre ce soir, c'est pourquoi faire un centre-ville et un petit peu qu'est-ce qu'un centre-ville. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très émotionnel au final, puisque chacun a son idée du centre-ville. Donc l'éclairage tout à l'heure un peu plus scientifique était intéressant. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette vision-là, elle doit se construire sur la durée. Et peut-être elle n'est pas aujourd'hui, puisque ce projet d'ambition centre-ville est assez récent, clair et partagé par les Marseillais. Mais l'échange avec la salle sera intéressant justement pour essayer de répondre à cette question de quelle est la vision des gens du centre-ville, pourquoi c'est faire. Je suis assez contre les dualités mais je pense que et de dire que c'est uniquement pour les habitants historiques et que le centre-ville doit rester comme il a été pendant les 40 dernières années. C'est pas non plus quelque chose qui doit complètement se réinventer avec uniquement des nouveaux lieux et une gentrification totale de cet espace. C'est pas uniquement un lieu qui doit attirer des grandes enseignes comme H&M, Zara, machin, et finalement être uniformisé comme tous les autres centres-villes d'Europe. Il y a quelque chose à trouver, une formule pour mixer justement les populations, les usages, les commerces. Et ça, effectivement, c'est en se reposant sur les citoyens, l'action municipale évidemment, puisque ce sont eux qui pilotent aujourd'hui la ville, les commerçants, et puis effectivement les acteurs, et également les acteurs de l'immobilier, professionnels de l'immobilier, qui ont certainement aussi doivent être force de proposition auprès de la municipalité pour réinventer un petit peu ces modèles et essayer de mixer justement à la fois les usages et les populations. Oui, et puis parfois le marché tout seul
change la population, hein, sans que finalement la municipalité n'ait à agir. Mais vous avez fait une très belle transition vers la salle et vers les questions qu'on peut commencer à se poser et qu'on peut commencer à poser aux gens qui sont présents. Donc on va se donner une vingtaine de minutes pour faire un premier échange et après on posera la question, et une question centrale, hein, je pense que c'est la question du qui et surtout avec qui, parce que c'est la vraie question, c'est comment on travaille ensemble, hein, et comment finalement les municipalités, les décideurs font avec. Et ça, c'est une vraie question pour avoir assisté à une réunion il n'y a pas si longtemps à Noailles. Alors, il y a un micro qui est là. Merci, bonsoir à tous. Donc je vais faire passer, comme Benoît le disait, je vais essayer de faire tourner la parole pour 20 minutes de questions. Questions ou interventions d'ailleurs, interpellations. Je vais vous demander tous d'être brefs ou brefs dans la mesure du possible, mais vous le savez. Et aussi d'essayer de prendre en compte qu'il y aura deux temps. Hein, un deuxième temps après le pour qui. Donc voilà. Dans un premier temps, si vous avez envie plutôt de réagir aux questions d'usage, aux questions de qu'est-ce qu'on vient faire dans un centre-ville, au pourquoi, on essaiera de privilégier plutôt ce premier temps et il y aura un deuxième temps pour ceux qui veulent parler. Il y a une dame là, il y a monsieur là-bas, il y a du monde. Je vais commencer au plus près. Merci, bonjour. Je tiens à remercier Mars Actu pour l'organisation de cette réunion. Moi, je ne vous le cache pas, je suis commerçant, un vrai commerçant, et je suis consterné. Je suis consterné, pourquoi ? Parce que c'est purement un débat intellectuel, et je m'attendais à tout sauf à ça. Et je vous explique pourquoi. Parce que, de manière concrète, j'ai été élu à la Chambre de commerce, j'ai été président d'association, et je m'aperçois qu'en fait, tous les vœux pieux, moi je partage ce qui a été dit, hein, l'analyse. De manière générale, je dirais c'est beau, moi ça me fait rêver. Seulement, quand j'ai été élu, j'ai été amené à négocier avec les fonds d'investissement qui sont venus nous présenter le projet de la rue de la République. Et la problématique que nous avons eue, c'est que pour s'installer rue de la République, quelle que soit l'activité, il fallait 3 ans de bilan. Et là, je leur ai dit, mais attendez, vous avez des jeunes qui veulent se créer, qui veulent peut-être profiter de l'opportunité de la rue de la République. Donc il ne faut pas interdire à des jeunes qui n'ont pas 3 ans de bilan de vouloir s'installer à la rue de la République. Et là, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Je les ai fait rire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des grands groupes, bien souvent des multinationales, on les installe, et on se fait fi, et après on crée des problèmes. Et les problèmes, après, c'est bien beau, ils vous aident. Mais je pense qu'il y avait des commerces qui étaient installés sur place, qui avaient, on va dire, ce que moi je qualifie, l'économie du quotidien, la complémentarité de l'offre. Et il fallait les prendre en compte, leur donner l'opportunité de rester sur place. Eh bien, ça n'a pas été fait, mais du tout. Et puis maintenant, on découvre des problèmes. Un commerçant, il n'est pas qu'en autoprotection de son chiffre d'affaires. Un commerçant, c'est un citoyen. C'est quelqu'un qui cotise. Vous parlez de la rue de la République, et je vais élargir un peu ça. Vous avez rue de la République, le Starbucks. Moi, je cite, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Il y a le Starbucks, et en face, vous avez un bar. Un paye 8% d'impôts, le Starbucks, de manière générale, et l'autre paye à peu près 22%. Moi, ça me pose des problèmes quant à la continuité commerciale et quant au respect des commerçants. Et ça, je m'adresse de manière beaucoup plus générale. On règle le problème des centres-villes. Mais les centres-villes, au-delà de ça, il y a des hommes politiques qui font des réglementations et des lois. D'accord ? C'est bien beau après de monter des projets et de dire le commerçant, il n'est peut-être pas normalement cortiqué, on va y faire avaler tout ce qu'on a envie. Non, il y a des commerçants qui réfléchissent. Il y a des commerçants qui pensent à l'avenir. Il y a des commerçants qui ont envie d'être encore là demain. Moi, je ne veux pas de subvention. Je veux qu'on me laisse faire un métier que j'aime pour que demain, il y ait encore des gens qui aient envie de faire ce métier. Et là, on me prend pour des assistés. Oui, mais juste, faut bien expliquer pourquoi 8%, pourquoi 22%, parce que je pense que je suis pas le seul. C'est le cadre. En France, c'est la défiscalisation. Tout le monde a entendu parler de la défiscalisation. Vous voulez aider les commerçants du centre-ville, on commence à prendre les hommes politiques de A à Z, droite ou gauche. J'ai des idées politiques, hein. Mais moi, je vous parle là de manière apolitique, quelle que soit la sensibilité. Il y a une distorsion. C'est bien beau, moi, tous ces projets, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Moi, quand j'entends un jeune comme ça, parce que pour moi, c'est un jeune, avoir un projet comme ça, mais je dis, mais c'est le pied. C'est bon.
Le problème, c'est qu'à côté de ce monsieur, il faut qu'on permette aux anciens d'évoluer. On a besoin d'avoir un boucher, on a besoin d'avoir un boulanger. Vous trouvez normal qu'on utilise des multinationales à ouvrir des supermarchés en centre-ville qui s'affranchissent de toutes les règles? Toutes les règles. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut un juste équilibre. Merci. Voilà, je crois qu'on a bien compris. Il y avait au fond une personne qui... Et puis voilà, il y en a un peu partout. J'habite rue de la République, nul n'est parfait, hein. J'habite en face du Babel Community. Et moi j'avais une question, c'était pour qui vous vous installez dans ce quartier? Parce que le petit bout de quartier rue de la République, c'est là où il y a la rue François Moisson, oui, et où il y a une école. Et par bonheur, c'est là où les logements sont le plus occupés par des gens qui y habitent, qui ont des enfants, qui vont à l'école, qui dorment. Et quand même, votre lieu, c'est un lieu très branché. C'est très beau. Hein. J'y étais prendre le café. Hein. Bon. Mais le soir, faire une boîte de nuit, c'est pas possible. Et vous faites, le soir, c'est une boîte de nuit. Et j'ai été à... Non. Laissez-moi continuer. Et j'ai été... Alors, j'avais une question. J'ai été à Noailles pour porter plainte à le commissariat de Noailles. Et l'officier qui m'a reçu m'a dit, ça, vous y toucherez pas. Je voulais savoir comment certains arrivent à s'installer et on peut rien faire contre vous. Juste pouvoir dormir. Oui. Alors, juste une précision. C'est d'abord que Laurent Falzoy ne travaille plus aujourd'hui dans la belle communauté. Donc, il ne va pas être comptable. Il a effectivement... J'ai participé à la création du projet, effectivement, mais après, bon, ce que ça en devient... la protection policière, il faut répondre maintenant. Vous êtes protégé ou pas? Pas que je sache, en tout cas pas moi directement. J'entends du coup ce que vous dites en termes effectivement d'habitantes du quartier. Effectivement, la journée c'est un lieu tout à fait de travail et un restaurant qui est ouvert le midi, que ce soit pour une clientèle de riverains ou professionnels du quartier. Le soir, effectivement, c'est effectivement des soirées assez souvent. Bon, j'en suis pas forcément responsable. C'est pas moi qui gère le restaurant ni le lieu, mais oui, effectivement. Après, sur le respect des riverains et du quartier, je ne peux que vous donner raison enfin voilà. Mais j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, dans le sens où effectivement c'est la programmation des événements et des soirées du restaurant. J'en suis entièrement responsable là-dessus. C'est un restaurant qui est géré par... Alors, bon, la question de la nuit pourrait... Effectivement, il y a des événements la nuit qui peuvent causer un débat en soi, et je vois qu'il y avait voilà, le responsable de la Nuit Magazine quelque part dans la salle qui aurait pu effectivement nourrir cette... Peut-être... Oui, il y a une charte de la nuit en préparation. Alors, je ne sais pas comment vous avez travaillé votre isolation, mais en tout cas, vous signerez peut-être mais encore une fois, vous n'êtes plus comptable des problèmes. Juste, oui, peut-être on fait tourner un peu les questions. Il y en a une derrière toi, Julien, puis une au milieu, puis là aussi devant. Ouais. Voilà, une question. Voilà. Et après, on n'oubliera pas les gens qui sont là. Juste une petite question par rapport à cette frénésie, j'ai l'impression, des centres commerciaux qui vont entourer le centre-ville. On va vous la poser souvent, cette question. Alors donc bientôt, on va voir au Vélodrome un magnifique centre commercial. Donc est-ce que ça risque pas de conforter une rupture entre des gens des quartiers sud qui déjà fréquentent peu la Canebière et le centre-ville, et là ils n'auront même plus besoin d'aller dans certains espaces commerciaux du centre-ville parce qu'ils auront tout concentré au Vélodrome. Donc j'ai l'impression que ça va renforcer une césure, encore une fois, entre quartier sud, centre-ville, quartier nord. Et donc voilà, c'est assez déboussolant de voir cette frénésie du centre commercial, comme s'il y avait cette seule envie dans cette ville. Voilà, et j'ai l'impression que ça va achever le centre-ville. Et pour prolonger un tout petit peu cette question, alors on peut faire mention de la zone touristique qui va être soumise à approbation du préfet et qui s'étend effectivement jusqu'au Prado. Mais surtout, il y a une petite musique qu'on entend depuis quelque temps déjà, et l'idée de faire revenir les Marseillais au centre-ville, comme si finalement le centre-ville était pour beaucoup un repoussoir, et qu'il avait perdu
à l'intérieur même de Marseille une partie de son identité. Hein, j'ai entendu le mot identité tout à l'heure. Et donc, qu'il fallait réapprivoiser les Marseillais des quartiers périphériques du Sud, de l'Est, peut-être du Nord, et pour les faire revenir au centre-ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de maintenir des polarités autour des centres commerciaux, du Prado et des terrasses du port? Alors, on est la deuxième ville de France qui est la 5e puissance mondiale. Donc, heureusement qu'il y a des polarités différentes dans cette grande ville et que les unes doivent peut-être pouvoir se nourrir les unes des autres, ou en tout cas ne pas subir la concurrence d'une des autres, ou alors une concurrence plutôt positive. Moi, il y a quelque chose qui me choque profondément. Ce quelque chose qui me choque profondément, je l'ai évoqué à peine tout à l'heure, c'est quand on compare le centre-ville de la plus vieille ville de France avec des centres commerciaux. On ne vient pas chercher la même chose quand on vient en centre-ville ou quand on va acheter des chaussettes aux terrasses du port ou je ne sais pas ce qu'on ira acheter sur le Prado. Bah, ce n'est pas la même chose. Alors peut-être qu'on a un peu oublié quelle était l'âme du centre-ville. Mais on ne trouve pas tout dans les centres commerciaux. On ne trouve pas la culture, on ne trouve pas les gens qui habitent, on ne trouve pas ce côté cosmopolite qui fait la richesse de Marseille, avec ces petits quartiers, le patrimoine que présente le centre-ville. On ne trouve pas l'histoire, on ne trouve pas la culture. On va peut-être pas le dimanche descendre en ville parce que les magasins sont fermés, mais on va peut-être aller voir un spectacle à l'Odéon. On va peut-être emmener ses enfants demain à l'Alcazar, tiens, pour regarder le concert là, des petites oreilles et des grandes musiques. Enfin voilà, c'est tout ça un centre-ville. Et il ne faut pas le réduire à simplement des commerces. Oui, il y a des commerces en centre-ville et il doit y en avoir plus. Si des grandes enseignes viennent, eh bien, on ne les refusera pas, évidemment. Il y en a là qui vont ouvrir, hein, Uniqlo bientôt, à la rue Saint-Fé. Bref, tout ça tourne parce qu'il y a des magasins qui ferment, il y a d'autres qui ouvrent. Mais là, moi, ce sur quoi nous aidons, la ville de Marseille particulièrement, mais avec Marseille Habitat, bon, quand je dis la ville, comprenez tout le monde, c'est par exemple à voir s'installer des petits concept stores, des magasins justement qui présentent des propositions qui sont nouvelles, ou ceux qui ceux qui les tiennent, ceux qui les pensent, s'investissent personnellement. On voit ça autour du cours Saint-Louis. On a vu déjà là, bon alors il se trouve c'est des restaurants, mais par exemple l'Idéal, les petits magasins de déco, à la place du tabac, là il va y avoir aussi une boutique de décoration, un peu concept store, ils vont faire des plantes. C'est aussi ça, aller se promener en centre-ville. Et c'est aussi, je termine par là, le respect de l'espace public et le partage de l'espace public. Un centre-ville qui soit agréable, où il fait bon se promener, où on n'est pas dans la fatalité de subir les tensions de la ville. Et quand, je disais tout à l'heure, vous disiez faire revenir les Marseillais, moi je dis c'est faire revenir tout le monde, mais c'est une tendance qui ne touche pas que Marseille ou la France, c'est dans le monde entier que l'on voit une aspiration à revenir vivre dans les villes, à revenir vivre dans les centres-villes, parce que les centres-villes, c'est des commodités, c'est des amédités, c'est de la rencontre, c'est de la facilité de vie, c'est tout ça les centres-villes, ça n'a rien à voir avec des simples centres commerciaux, et vraiment, vraiment, je souffre de cette comparaison, vraiment. Oui, juste, il y a une autre question ici, et puis après on enchaîne ici, parce qu'il y a d'autres points à attendre avec impatience. Bonsoir. J'habite et je travaille dans Noailles depuis bientôt 29 ans. Moi j'ai une question sur les chiffres qui ont été donnés. Plus de 25% de commerces qui seraient libres dans Noailles. Je voudrais savoir lesquels. Parce qu'en fait ils ne sont pas libres. Les rideaux sont baissés, mais c'est du stockage. Et ici, à Belzunce, rue du Banneau, c'est pareil. Les grossistes chinois, ils ont besoin de stocker. Donc, ils louent. Ce n'est pas des locaux qui sont libres à louer. Ils sont déjà occupés. Alors, il n'y a pas un commerce, mais il y a du stock. Donc, la méthodologie me paraît un peu bizarre sur la façon dont on fait les chiffres. Alors, c'est pas nous, hein, c'est le cabinet. Oui, mais ils n'ont jamais mis les pieds à Noailles à Belzunce. Ils ont pris les pages jaunes, ils ont calculé, là il y a un commerce, bon, il n'y a personne qui est déclaré, donc il est vide. Non, il est utilisé par un grossiste. Créer des commerces de détail à la place des grossistes, oui, mais ils ont déjà eu l'idée, hein, ils sont rue de Rome. Beaucoup des grossistes qui sont ici dans Belzunce ont un commerce de détail.
C'est d'ailleurs marqué sur leur vitrine. On vend en gros ici, mais si vous allez rue de Rome, on vend les mêmes produits au détail. Un peu plus cher, évidemment. Juste, oui, il y avait des questions là. Il y a une question au milieu. Alors, il y a 2 questions là, et après, il va falloir passer à une question qui est essentielle. La question de pour qui on fait tout ça. Juste, il y a des paroles franchement qui me choquent parce qu'elles sont d'un mépris. Quand on parle de faire revenir les Marseillais au centre-ville, mais il y a déjà des gens qui habitent là, et c'est comme si vous faisiez fi de tous les gens qui habitent déjà là, et comme si vous arriviez en terrain comme ça, bon, on va intervenir, on va faire une action. Alors on les voit les actions. Non mais voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, faire revenir, rendre le centre-ville attractif, etc. Donc pour qui? Effectivement, c'est une bonne question. Après, quand on voit les terrains où vous êtes intervenus, franchement, ça fait peur. La rue de la République, où on est obligé de mettre des panneaux qui sont des trompe-l'œil pour faire croire qu'il y a des magasins, alors que la moitié de la rue est vide et qu'effectivement, c'est des multinationales qui sont installées, c'est des quartiers où le tissu a complètement été détruit. Et qu'est-ce qu'on fait après? On fait appel à ce genre d'associations qui vont remettre... Alors on va manipuler une espèce de vocabulaire vide de sens inclusif, cosmopolite, etc. On va manipuler des mots qui seront complètement vides. Donc on tue des quartiers et après on va saupoudrer quelques éléments comme ça pour dire oui, on fait de l'inclusif, etc. Donc c'est du marketing. C'est du marketing et vous êtes en train de tuer un certain nombre de quartiers de cette ville. Et ne dites pas qu'il n'y avait rien avant ou que c'était... Non, mais on a l'impression que c'est vraiment... C'est un vocabulaire presque militaire, de reconquête. Vous parlez de reconquête, d'études, etc. Et c'est... Voilà. Alors, pour le coup, je tiens à préciser que, effectivement, c'est moi qui, en reformulant, ai dit faire revenir les Marseillais, mais parce que il me semblait que c'était un sous-texte qu'on avait entendu dans beaucoup de bouches, y compris municipales ou départementales, cette volonté de faire revenir les Marseillais. Mais en revanche, la reconquête, c'est dans la bouche du maire, et quand il a présenté Ambition Centre-Ville, il a parlé de reconquête comme il l'avait fait déjà en 1995. C'est un vocabulaire ancien, ce qui prouve bien qu'il y a une difficulté à reconquérir. Comment ? Voilà, c'est ce qui prouve bien que quand on parlait de... Non, mais la reconquête, ça prouve aussi qu'il y a une force d'inertie dans la ville et que peut-être elle va pour le mieux. Alors il y avait une question là, et puis encore au milieu, mais vous voyez, puis on va s'arrêter. Je suis désolé, il y aura un autre moment de questions. Oui, donc bonsoir, merci. Je vais poser la question à Madame le maire sur effectivement l'usage commun qu'on fait de l'espace du centre-ville, et notamment par le prisme, on va dire, de la vidéosurveillance et de ce qui est en train de se développer actuellement, qui est mis en place ce trimestre. Si vous lisez le Monde l'article du Monde de début décembre, vous verrez qu'il y a donc un système de big data qui est en train de se mettre en place, qui va, avec des algorithmes qui sont associés, faire de croisement et de corrélation d'informations venant à la fois de réseaux sociaux, de surveillance vidéo, et je passe, il y a d'autres aussi renseignements qui vont être pris. Et je voudrais savoir quel est votre avis sur ces nouveaux usages numériques et comment vous projetez dans cet usage que va faire donc les opérateurs au niveau de la mairie, c'est-à-dire sûrement les policiers municipaux, qui auront des tableaux de bord, comme c'est dit dans l'article, qui vont leur indiquer des lieux potentiellement en danger, où va se passer un événement, parce qu'ils auront fait un apprentissage des algorithmes qui vont donc ressasser un petit peu des catégorisations, excusez-moi je suis un peu technique, mais c'est exactement les termes, des catégorisations de scènes qui sont reprises par les algorithmes pour dire, potentiellement, si nous visualisons, là je donne un cas potentiel, des jeunes en jogging avec des casquettes, peut-être que c'est dangereux. Donc je vous pose cette question-là parce que c'est un autre centre-ville qu'on peut constituer, une autre relation humaine qu'on peut avoir entre les gens à partir du moment où on met en place ce genre de système. Et je voudrais savoir s'il est prévu de faire une information tournée vers les publics, vers le citoyen, parce que je trouve que c'est très très important que ce genre de choses soit mis à jour à l'ensemble du public, à l'ensemble des citoyens marseillais, et qu'ils puissent décider par eux-mêmes si oui ou non on met en place ce système qui apparemment, je me suis un peu renseigné, n'était pas prévu dans le programme municipal de 2014. Voilà, je vous remercie. Alors juste, peut-être que c'est bien de prendre une deuxième question en même temps. Et
juste pour vous dire que dans le cycle de débat qu'on va mettre en place avec le Théâtre de l'Èvre, en avril, on souhaite consacrer justement un débat à cette question des caméras, du big data, de la tranquillité publique, et puis des effets que ça peut avoir à la fois sur le lien public-privé, sur la question des libertés, etc. etc. Peut-être une deuxième question, comme ça on fait une réponse globale. Je crois que madame malheureusement avait posé la question depuis longtemps. Alors, je rebondis sur la question qui nous a été posée, un centre-ville pour qui, pour quel usage. Déjà, je voulais faire juste un petit retour historique. Effectivement, le centre-ville de Marseille n'a pas toujours été ce qu'il est actuellement. Le Grand Cours, Belzins, était un endroit qui était très prisé avant pour la qualité de ses immeubles, la qualité patrimoniale, le bien-vivre. Le panier lui-même n'a pas été toujours ce qu'il est actuellement. Il y a eu des grandes familles marseillaises anciennes au panier. Et justement, ce patrimoine, il est très riche et dans beaucoup de centres-villes en France, on est attiré par ce patrimoine. Donc les centres-villes des villes, des grandes villes, est souvent ancien. Et c'est le cas. Ici, à Marseille, on a un patrimoine formidable. Donc, à Belzins, on a des immeubles du XVIIIe siècle. Un petit peu plus loin, on a des immeubles même à Belzins, je crois qu'il y en a qui sont du XVIIe. Donc 17e, 18e. Et la valorisation de ce patrimoine est important, et ce qui peut pousser aussi à apprécier un centre-ville, à faire venir les touristes, mais aussi à faire prendre conscience aux habitants de ce qu'est l'histoire de leur ville et de les rendre complices de l'histoire de leur ville, c'est effectivement la valorisation de ce patrimoine. Et c'est vrai qu'on en souffre un peu à Marseille. Nous avions un musée de la Marseillaise qui actuellement ne reçoit plus vraiment de public. Il faut passer par le musée d'histoire pour y aller. Il n'y a plus de visites guidées organisées pour le grand public fréquente dans ce musée. Et il y a un patrimoine merveilleux effectivement en centre-ville, et le fait de le valoriser pourrait attirer davantage de monde. Je voulais juste parler aussi le côté pratique. On va au centre-ville parce que c'est pratique, parce qu'il y a des commerçants, plein de sortes de commerçants, parce qu'il y a des commerces de bouche, parce qu'il y a des coiffeurs. Dans le bas de la rue de la République, il y a encore un coiffeur pour cheveux difficiles. J'espère qu'il restera, il est très bien. Et c'est vrai que des petits commerçants, effectivement, la possibilité de manger le soir, des épiceries qui ouvrent le soir, de quoi s'habiller, des espaces verts. Voilà, le centre-ville, c'est tout ça aussi. Très bien. Alors, il y a déjà une belle série d'interrogations auxquelles il va falloir répondre, hein, et la question de Big Brother est pour vous. Alors, déjà, faites peut-être une courte réponse là-dessus, et puis après, on va poser la vraie question, hein, la question de qu'est-ce que ça veut dire inclusif, et est-ce qu'on est effectivement dans le marketing, ou est-ce qu'il y a vraiment un projet pour associer les habitants d'aujourd'hui à la transformation de leur quartier. Alors, déjà sur le big data. Je fais rapidement sur le big data parce que, effectivement, la ville de Marseille travaille sur cette question. Évidemment, parce que les innovations avancent, les technologies avancent, et il y a aussi, dans la construction de la ville de demain, eh bien, l'intégration des nouvelles technologies. Mais de toute façon, tout cela soulève les débats et interroge sur comment utiliser ces nouvelles technologies et effectivement, quel est le niveau d'acceptation de la population vis-à-vis des possibilités que cela offre. Mais ça, c'est quelque chose... Vous allez associer les populations à la manière dont ce sera mis en œuvre, parce que c'est ça la mais question. je pense que de toute façon, sur la question de la ville intelligente, on est déjà très très loin des applications concrètes, hein, très sincèrement. Je pense que l'article que vous avez lu, à mon avis, était très optimiste quand même. On revient sur la question de communication. Mais pour l'instant, voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais oui, vous avez raison, il faut se poser la question. Mais comme au moment de l'installation des caméras, il y a eu des débats. Il y aura des débats. Je ne sais pas si ces débats ils seront proposés par la municipalité ou autre. Mais tout ce que je sais, parce que moi je les connais bien, les gens du centre-ville, et tout ce que je sais, c'est qu'on n'échappera pas à ces débats-là, parce qu'ils vont être portés, c'est normal, par le débat citoyen qui va vouloir faire entendre sa voix et son inquiétude même parfois, et voire même pour les autres, sa motivation à voir arriver des nouvelles technologies qui vont peut-être signifier plus de sécurisation. J'en sais rien, mais tout ça, ça sera porté au débat, naturellement. D'accord. Alors,
Alors, justement, naturellement, fais une transition. On l'a dit, hein, il y a 20 ans de politique finalement municipale sur cette, même plus de 20 ans de politique municipale. On va s'arrêter à l'Argaudin puisqu'on a un représentant de sa majorité ici qui se succèdent sur cette ville. Et est-ce que naturellement on a associé les gens aux politiques qui étaient mises en œuvre au Panier, rue de la République ou même ici, hein, à Belzunce ou à Noailles? Est-ce que naturellement ils ont été associés et est-ce que naturellement on leur a proposé de rester dans ces nouveaux immeubles qui allaient être construits et rénovés? Bon, il y a, je pense, à minima deux questions ou deux objets différents dans ta question. Il y a une thèse. Il y a la question de la participation citoyenne, de la démocratie participative ou de la co-construction, que ce soit des énoncés, des visions politiques pour la ville et ensuite carrément la mise en œuvre des politiques elles-mêmes. Donc ça c'est, je pense, d'un côté, et si je réponds de suite, je pense qu'en effet à Marseille, quand on regarde juste cette période de temps, la période Gaudin, il n'y a pas à Marseille une culture de la participation, notamment dans les questions urbaines, ça c'est sûr. Alors en revanche, je crois qu'il est vrai que depuis 2010, l'opération Grand Centre-Ville a voulu changer, du moins elle a annoncé un changement de paradigme. Donc on était un certain nombre à être un peu dans l'attente de voir comment tout ça prenait forme. Je pense qu'aujourd'hui, donc 7 ans après le début de cette opération Grand Centre-Ville, il y a un certain nombre d'expériences qui ont eu lieu. Je pense rapidement à l'expérience de l'îlot des Feuillants, dans laquelle il y avait eu une proposition portée par un groupe d'habitants du centre-ville. Il y a tout simplement la question de l'étude et du projet pour le quartier Noailles, où le bureau d'études a beaucoup poussé pour intégrer dans leur méthodologie de travail, de diagnostic, de construction des orientations, à pousser pour inclure des moments d'échange avec différentes méthodologies avec les habitants. En tout cas, dans la phase préparation. Hein, dans la phase préparation, il y a la plaine, il y a les casernes à la Belle de Mai. C'est des processus un peu différents. Attendez, j'arrive. Ce que je veux dire, c'est que... Mais en fait, si vous voulez mon avis, de ces 4 expériences, il n'y en a aucune qui est concluante. En revanche, il y a un début d'apprentissage. Et à mon sens, l'apprentissage ne vient pas seulement des élus. Bien sûr que c'est important que ça commence par là, mais cet apprentissage, c'est aussi aux techniciens de l'acquérir. C'est aussi à nous-mêmes, habitants et citoyens, de l'acquérir. Autrement dit, si vous voulez, c'est un peu ce que ce groupe de l'îlot des Feuillants plaidait, c'était d'un apprentissage collectif de la maîtrise d'ouvrage, donc de la commande, de la maîtrise d'usage et de la maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est à minima. Et ça, c'est quelque chose il faut l'apprendre. Et donc, peut-être qu'il va falloir attendre 50 ans pour arriver à des niveaux de co-construction similaires à ceux qu'on trouve par exemple à Barcelone ou y compris dans des villes françaises. La deuxième partie de la question, qui était celle de la question donc, du relogement, ou bien, je dirais plutôt du logement de ces résidents qui habitaient des logements réhabilités. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu, dans la période des PRI et des OPA, donc on va dire de 95, 94 à 2009, il n'y a jamais eu une vraie politique de relogement. Et au contraire, il y a eu toute une série de mécanismes d'éviction, certains de manière légale, d'autres de manière illicite, qui ont été mis en place volontairement ou involontairement, et pour certains qui ont été dénoncés. Donc sur cette période, je pense que non. On n'a pas, la municipalité, dans la mise en œuvre de sa politique, n'a pas souhaité reloger correctement les habitants, et d'ailleurs c'est devenu un problème dans la mise en œuvre de ces politiques, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas virer tout le monde là où on veut, notamment que dans cette ville, on n'a tellement pas construit de logement social qu'on ne peut même pas les reloger dans du logement social très loin, dans je ne sais pas trop quel quartier. Donc il y a un bloc, à un moment donné, ça devient un blocage, y compris pour la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de l'habitat. Plus récemment, il y a moins d'opérations sur l'habitat et le logement. Je pense que depuis 2010, l'opération Grand Centre-Ville est beaucoup plus axée sur l'espace public
les services, les équipements, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque la période précédente était complètement focalisée sur le logement. Ceci dit, aujourd'hui se pose la question du logement, pour laquelle il n'y a pas, y compris dans Mission Centre-Ville, des réponses très construites. Alors oui, peut-être vous êtes installé dans cette même artère qui a perdu une grande partie de ses habitants, où on a parlé finalement de ces commerces vides. D'abord, la première question, c'est comment vous appréhendez ce vide. Alors, ce vide, pas que vide, parce qu'il y a aussi des habitants, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est comment vous avez dialogué avec la municipalité. Parce que c'est intéressant de voir effectivement quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre en accompagnement des porteurs de projets, et puis ceux qui sont mis en œuvre finalement avec la population, parce que c'est beaucoup plus compliqué de le faire avec la population. J'avais bien compris. Effectivement, donc peut-être pour répondre effectivement à ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas été invité à venir s'installer, on s'est installé parce que on est une société marseillaise et qu'on a eu l'opportunité effectivement d'acquérir cet immeuble sur la rue de la République et qu'on a décidé d'en faire ce que ça en est. Alors ça plaît pas, mais en tout cas c'est une logique entrepreneuriale. Ce que je disais tout à l'heure, c'est important aussi, donc par rapport à votre question, c'est que on n'est pas là pour remplacer une population existante ou une déplacée. Cet immeuble n'avait pas d'habitation sur la rue de la République. Ce qui est, c'est qu'effectivement on en apporte une nouvelle. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le centre-ville doit se faire dans toute sa complexité avec les populations qui étaient déjà là auparavant et avec effectivement des nouvelles populations qui arrivent. Pour répondre à la question sur comment est-ce qu'on s'est fait connaître, nous, c'est une initiative qui est 100% privée, donc on n'a eu aucune aide ni de la municipalité ni de la ville, si ce n'est d'aller se faire connaître, en tout cas d'expliquer, de faire identifier le projet qu'on voulait porter au sein de la rue de la République, d'expliquer ce qu'on voulait faire, et voilà, simplement différents services, que ce soit sur le développement économique, on est allé voir différents élus ou différents acteurs de la vie publique pour parler de notre projet. Mais il n'y a eu aucun à la fois soutien, que ce soit financier ou politique, sur ce sujet-là. C'est une initiative qui est pour le coup 100% privée par une société qui est marseillaise, qui est créée depuis 2004 et qui a été implantée sur le quartier de la Joyette et qui du coup effectivement a fait l'acquisition de cet immeuble et en a fait ce que ça en est aujourd'hui. Et à Noailles, via l'association des commerçants ou via les habitants eux-mêmes, comment vous dialoguez vous avec les pouvoirs publics pour porter vos revendications, que ce soit sur l'espace public qui vous entoure ou sur des questions plus spécifiques liées aux commerçants? En fait, nous, on compte très peu sur les pouvoirs publics. Ce qu'on souhaite faire, c'est contribuer. C'est plutôt contribuer à ce qui se fait déjà, plutôt qu'à compter sur les pouvoirs. Et c'est une volonté du président, tout simplement parce que à un moment donné, il faut savoir aussi faire par soi-même pour pouvoir obtenir les choses. Les pouvoirs publics font. Que ça nous plaise ou non, il faut avancer, de toute façon il faut faire. Nous, de notre côté, on essaye de faire de faire des projets qui puissent contribuer à ce qui existe déjà. Très bien. Madame Bernasconi, encore une fois, vous n'allez pas supporter le bilan Godin à vous toute seule, mais j'étais présent, et comme certaines d'entre vous aussi, j'imagine, à Noailles il y a quelques semaines pour la présentation du projet Noailles. Et effectivement, on peut se poser la question de la manière dont on va associer les habitants. Parce que la méthode qui était pensée au départ était une méthode justement participative. Et ils ont pensé leur projet, je parle des urbanistes, avec la population. Sauf qu'au moment où on présente le projet, on a une exposition qui a lieu... je crois un peu vers la Joliette, et c'est là où on enregistre, on peut noter ses remarques, et on a une réunion publique. Et donc la question se pose vraiment de la manière dont vous, la Soléam, vous allez réussir à faire en sorte que ce projet soit aussi le projet des habitants, fait avec les habitants à partir de leurs préoccupations. Alors, d'abord, on ne parle pas avec les habitants seulement le jour des réunions de concertation. Oui, il y a des réunions de concertation, il n'y en a pas une, mais plusieurs, puisque celle-ci fait
Il y a 2014 et ensuite voilà, 2017. Et en fait, elle fait bilan. Oui, eh ben, il faut du temps. Celle-ci donc fait bilan de propositions qui ont été enregistrées au début du lancement d'une concertation, qu'entre-temps il ne s'est pas rien passé, il y a des études, il y a des propositions qui ont été construites, qui viennent être soumises, et du coup, puisque je vais en profiter, j'ai vu que Mars Actu avait écrit après la concertation coup de théâtre à Noailles, il n'y a plus de projet. Ah non, je ne sais pas qu'il y avait plus de projet, j'ai dit que le projet. Ça, moi. Ah non, le projet. Ah, j'ai mal compris. Et Non, mais c'est pas ça, c'est parce que justement on arrive. Pour le prochain vraiment mandat. Par contre, mais non, alors, justement, c'est parce que je me suis dit, du coup, cette concertation, il faudra qu'il y ait une autre réunion peut-être, parce que c'est pas ça, hein, c'est qu'il y a eu des items qui ont été retenus, qui ont été classés par priorité, notamment par exemple la piétonisation de Noailles est une véritable question à laquelle on a cru il y a 2 ans qu'on pourrait répondre 2 ans après. Or aujourd'hui la piétonisation de Noailles, on aurait pu y répondre toutes choses égales par ailleurs, mais la réalité c'est que nous avons engagé une étude globale pour considérer la possibilité de piétoniser le centre-ville, en tout cas autour Canebière, dans son ensemble, ce qui a des conséquences sur la RTM, qui a des conséquences sur beaucoup de choses. Et du coup, les études, il fallait les replacer dans un nouveau contexte, dans une nouvelle ambition. Tout ça naît évidemment de la concertation, de la confrontation, de l'écoute, de la vision que l'on pouvait avoir. Et voilà pourquoi ça a pris plus de temps. Mais au mois d'avril, je le dis parce qu'en plus c'est vous qui avez dit que j'avais titillé les services, mais du coup, on me promet que fin avril, l'étude pour la faisabilité de la piétonisation sera faite et sera prête à être présentée. Comptez à l'été, mais voilà, il y a, c'est comment ça marche, mais il y a des véritables avancées et qui vont donner lieu, je l'espère, si on arrive de manière collective à s'entendre sur des décisions qui vont donner lieu à des concrétisations, à des réalisations qui vont commencer maintenant, dans l'année même 2018. La requalification complète de l'espace du centre-ville, elle va commencer ici en 2018. Quand on parle des tours La Bourdette, ça fait 2 ans qu'on a commencé à concerter. Alors là aussi, du coup, il y a eu des changements, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, quelques mois de retard, parce qu'il y a eu des changements de financeurs. Vous voyez que tout ça a créé des démarches administratives supplémentaires, mais il va y avoir des réalisations très concrètes et très vite. Et notamment à Noailles. Vous savez qu'à Noailles, par exemple, la mairie de secteur s'était engagée, mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait donné ce qu'on avait, à piétoniser une rue par an. À semi-piétoniser. À semi-piétoniser, pardon, oui, pardon. À semi-piétoniser les rues en plateau, une rue par an. On va peut-être pouvoir aller plus vite, et on est vraiment sur la question de la piétonisation. Donc les choses avancent, mais les réalisations sont là. On est au bout d'une première vague, et avec des concrétisations déjà qui vont voir le jour dès 2018. Alors certes, la piétonisation c'est important pour les habitants, c'est important pour les usagers du centre-ville, mais il y a à Noailles, comme il y avait au Panier, comme il y avait rue de la République, comme il y a ici, des vrais problèmes de logement, des vrais problèmes de logement insalubre, des vrais problèmes de logement indignes. Hein, on parlait du rapport Nicole il y a peu, et là-dessus, je suis heureux de vous dire qu'on n'a pas d'éléments de calendrier pour nous dire quand est-ce que vont démarrer les travaux, quelle vision vous avez, quels outils vous avez, et comment vous allez associer les habitants à la rénovation de leur logement, et comment vous allez faire en sorte de les conserver à cet endroit. Alors, je ne sais pas si c'est le rôle de la municipalité d'associer les habitants à la rénovation de leur propre logement, mais d'inciter à ce que la rénovation soit faite par les propriétaires, oui, parce que sinon il s'agit de logements de propriété de la municipalité, et la municipalité est engagée, vous le savez quand même, parce que le plan d'éradication de l'habitat indigne, il a commencé depuis plusieurs années, et pour le coup Arlette Fructus, elle est très active dans son travail et dans les réalisations. Donc il ne faut pas dire que rien ne se passe en matière de réalisation. Il faut inciter les propriétaires surtout, mais y compris, c'est vous qui disiez tout à l'heure, parfois on a besoin de lois aussi. Hein. Donc il faut inciter les propriétaires à aller de l'avant, à ouvrir les logements vacants, à participer de leur rénovation pour l'offrir à qui? C'est la question que vous allez poser. J'attends pour y répondre. Oui, peut-être. Et après, j'ai une remarque. Si on regarde aujourd'hui ce qui est suggéré comme programme d'action, que ce soit dans le cadre de l'opération Grand Centre-Ville ou plus globalement Ambition Grand Centre-Ville, de mémoire, hein, je peux oublier des choses, mais en gros, il y a l'échec premier logement,
donc en gros le soutien par une subvention directe aux nouveaux acquéreurs, avec un certain nombre de critères de revenus et d'âge. Il y a également, comment ça s'appelle ? Bon, la maison du logement existait déjà. Il y a une OPA multisite qui est en cours de préparation, donc une opération programmée d'amélioration de l'habitat. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on a fait depuis les années 70. Et ça n'a pas marché. Et ensuite, on s'est rendu compte, à partir de 1994, qu'il fallait non seulement donner la carotte, mais il fallait aussi jouer avec le bâton, les PRI. Et les PRI, donc outils coercitifs, qui obligeaient par l'expropriation, enfin par la menace de l'expropriation, à réhabiliter. On a fait ça de 1994 à 2009. Ça a marché, moyen. Et maintenant, on revient aux OPA. Et d'ailleurs, sur des périmètres très très ciblés, autour de l'Opéra, 2 ou 3 immeubles ou pâtés de maison au panier, un peu à Belzunce, un peu à Noël. Je veux dire, c'est pas du tout suffisant. Et c'est ça qui est problématique. Le HI ne concerne pas seulement le centre-ville, ça concerne toute la ville. C'est un dispositif très intéressant, sauf que c'est pas assez, c'est trop lent. En revanche, il ne faut pas le lâcher, c'est très intéressant, mais c'est juste que c'est pas assez. Et donc, autant sur la question des espaces publics, il y a des choses qui avancent petit à petit, autant sur la question du logement qui a focalisé les attentions pendant autant d'années, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, le problème est toujours là. Alors, juste EHI, c'est l'éradication de l'habitat indigne, hein, juste pour préciser que EHI, on ne connaît pas tous. Et alors, j'ai un exemple juste concret, je ne sais pas si vous avez été consulté, mais j'en ai fait un article en début de semaine, vous avez dû voir ça, rue du Baignoire, tout près, un immeuble acheté dans le cadre du PRI, on dit 500 000 euros, je ne suis pas sûr, et puis finalement, on a un appel à projet, il y a 2 candidats, un c'est Marseille Habitat, hein, c'est la ville qui est majoritaire, avec Fructus qui est la présidente, et puis un privé. Et finalement, le privé propose 88 000 euros et vous choisissez le privé. Marseille Habitat proposait du logement social, le privé l'accession à la propriété. Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez proposer ? C'est-à-dire, est-ce que ça signe pour vous une politique, c'est-à-dire de favoriser l'arrivée d'une classe moyenne qui va acheter, qui va s'installer, qui a les moyens d'acheter, plutôt que d'installer du logement social qui est une nécessité pour des populations qu'on a dit, hein, qui est plutôt pauvre. Les deux. Il y a des investisseurs privés là qui se sont proposés et du coup la décision qui a été prise c'est de favoriser à cet endroit-là de l'accession. Vous n'avez pas été consulté, vous n'étiez pas dans le jury, c'est une question. Non, de l'accession à la propriété. Mais pour autant, même rue nationale, Marseille Habitat vient de rénover, est en train de rénover un immeuble entier où il y aura là des logements qui vont sortir fin du mois de mars, hein, donc on est au bout, qui seront des logements sociaux. Donc tout ça, c'est un savant dosage. Ça se mesure peut-être pas à la statistique ou à la rue près ou à l'appartement près, mais c'est la volonté qui est globale. Quand on parlait de ville inclusive tout à l'heure, je peux donner un exemple. On me disait l'îlot des Feuillants. Moi, je ne regarde pas le passé, je regarde l'avenir. Je trouve que c'est bien d'avoir un hôtel sur le centre-ville. Alors après, sur le lac Albert, on peut en débattre, mais ok, c'est fait. Donc on va parler d'avenir. Ce projet participatif que j'avais lu, qui concernait l'hôtel des Feuillants, qui était un projet très intéressant. Pour le coup, c'est pas celui-là qui a été choisi. Je ne passe pas là-dessus. Il y a des raisons peut-être pour ça. Enfin voilà, c'est le débat. Mais par exemple, on est venu proposer un projet participatif qui ressemble à celui-là. C'est le projet des grands voisins. Je me suis démenée pour leur trouver des locaux, des mètres carrés en centre-ville. Et ça n'a pas été simple. Et on a trouvé. C'est un exemple aussi que tout doit s'additionner, parce que le projet des grands voisins, aujourd'hui, va voir le jour. Il va voir le jour à l'îlot Bernard-Dubois. Il fallait des mètres carrés, c'était compliqué, et on les a trouvés. Et on est dans le même type de projet qui avait été partagé. Il y a du culturel, il y a du commerce participatif, d'économie sociale et solidaire. Il y a des logements pour les plus démunis. Il y a même des logements pour les gens sans logement du tout. Et il va se passer là quelque chose de très intéressant, qui, à mon avis, est assez proche de l'esprit qui avait été proposé. Donc ça, c'est pas fait. Eh bien, ça, c'est pas fait au Feuillant. Eh bien, ça va se faire demain à l'îlot Dubois. On les a cherchés, les mètres carrés. On les a trouvés.
Alors vous savez que les projets des grands voisins, c'est pas des projets pérennes, hein, ce sont des projets. Mais ça pourra tourner quand on prend avec l'association Juste à Pause et qu'on travaille avec eux sur notamment Quartier Libre, dans le cadre de Quartier Libre, pour que, je ne me souviens plus d'ailleurs comment ça s'appelle, ce parc, il y ait toutes les façades, que ce parc soit donné à l'association pour qu'elle puisse y créer des ateliers d'artistes, enfin bref, s'emparer, il s'appelle ? Merci, Jardin Leva. Exactement. Pour qu'ils puissent s'emparer de l'espace. Et voilà, ça va tourner, mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de gentrification, moi je... Juste sur les le plan anti-kebab, vous parlez d'inclusif et oui. Vous avez lancé un plan anti-kebab. Nous, on a lancé un plan anti-kebab. J'adore les kebabs. Exproprier les commerces de kebab, etc. Jamais de la vie. Ah non, ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Hein. Exproprier des commerces et remplacer par des épiceries comme l'idéal, etc. Alors, juste... Non, on a dit quand il y a des transactions, la ville de Marseille se dote d'un outil de préemption pour essayer, en effet, de guider les orientations de ces commerces, kebab ou pas. Mais je vous dis pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il faut de la diversité. Voilà. Mais oui, mais c'est très bien qu'il y ait des kebabs. On adore avoir des kebabs. Où est le problème? Pourquoi à moins que quelqu'un l'ait dit, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez lu quelque part, dit par la bouche de quelqu'un représentant la municipalité? Parce que moi, là, pour le coup, on me consulte quand il s'agit du cœur de ville. Alors, je vais vous dire ce qu'on dit, mais quand là, sincèrement, si on acheter des commerces, c'est pour éviter peut-être qu'on est encore sur la Canebière, je suis désolée, vous parlez kebab et moi je vous parle supermarché. J'en ai ras-le-bol de voir les épiceries sans les vitrines, avec les palettes qui sont par terre, sur la plus vieille artère du monde et même autour dans le quartier. Il y en a, on ne les compte plus. Il me semble que quand même s'il y a des... Ah ben moi je préfère l'idée. Oui, je préfère qu'il y ait un restaurant. Voilà. Vous savez ce que... Non mais attendez quand même. Non mais c'est parce que tout le monde n'entend pas ce que l'interpellation, donc ça fait un dialogue. Pardon. Voilà, juste un exemple concret, mais il y a deux magasins qu'on a récupéré avec le conseil général, j'ai pu le faire dans ma délégation, dans un kebab, et c'est devenu, peut-être, je ne sais plus, mais c'est devenu, non mais Fétouche, on l'a pas pris encore, on va. Mais... si vous avez écouté ça, vous l'avez voté. Bon, il y en a deux, en tout cas c'est fait, vous pourrez les voir, ils ont été inaugurés pendant les dimanches à la Canebière. Le bureau des guides, balade urbaine, enfin bref, là on est dans du culturel, qui est venu s'installer sur un local qui était vide et que le département a aidé à s'installer. Marseille Concert qui s'installe à côté. Bon, voilà, on cherche de la diversité. Bon, ben voilà, s'il y a trop d'épiceries, si on trouve qu'il y a une ligne de 10 kebabs et que s'il y en a un qui se vend et qu'à la place on met, j'en sais rien, moi, autre chose, je sais pas quoi, bon, ça peut pas nuire. Au contraire, ça va participer de la diversité qu'on appelle tous de nos voeux, parce qu'on veut un centre-ville qui soit intéressant et qui apporte autre chose que des centres commerciaux. Alors, juste on va repasser à une période, parce que là, le temps passe à une période de... Et je sens que effectivement, il y a beaucoup de questions et d'interpellations qui frémissent dans la salle, hein, je le sens. Mais juste, vous n'avez pas répondu à l'interpellation. Hein. Effectivement, ben oui, c'est pas assez. Et c'est très clairement, oui, sur le logement, on a un discours, mais les actes, on les attend. Hein. Et ça fait, on est sur 25 ans d'action publique et toujours des problèmes d'indignité en centre-ville. Alors je veux bien qu'on parle de lenteur, d'expropriation, etc. On est là, il faut que... J'attends votre propos là-dessus. Hein. Moi, sur cette interpellation-là, j'ai écouté. Et j'entends qu'on pense que ce qui a été mené ne va pas assez vite ou doit être conservé, ça j'ai bien entendu. Donc c'est qu'il y a des politiques qui sont menées. Il faut avancer avec les outils. Ils ne sont pas tous municipaux, ces outils-là, pour le coup. Donc il y a aussi des voies nationales qui doivent aider. Et quand j'ai pensé aux grands voisins, pourquoi tout à l'heure? Parce que vous savez, par exemple, il y a aussi des questions des grands immeubles qui sont vides. Quand même, des grands immeubles qui sont vides. Quand ils appartiennent à des privés, moi, je suis favorable à ne pas les toucher. Vous le savez, je défends le droit de propriété. Quand ils appartiennent à des publics, ça me gêne un peu plus. Et quand
J'ai travaillé avec des associations, notamment pour des questions qui étaient liées à des conditions de vie difficiles, voire même à des SDF, et qu'on se dit, tiens, ceux-là, s'ils ne les ouvrent pas, autant aller en faire des squats. Moi, je ne suis pas défavorable à ça. Je ne suis pas en train de parler du logement. Je ne suis pas en train de parler du logement, évidemment, heureusement que ce n'est pas ce qu'on ambitionne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut de l'incitation sur l'immobilier. À titre personnel, je préfère ce qui est en train de se passer ici, dans le cœur de ville, dans le premier arrondissement, où peut-être l'immobilier il est encore attractif parce qu'on a su conserver les grands immeubles, le patrimoine qui a été évoqué tout à l'heure, et on a envie peut-être de venir habiter dans ces appartements qui sont peut-être pas trop chers et qui, avec un peu de je fais moi-même, on va pouvoir rénover, et qui s'adressent peut-être à des gens encore qui, effectivement, des familles, enfin voilà, qui vont avoir un petit peu les moyens de les acheter parce que les prix sont encore, voilà. Accessible, plutôt que de voir ce qui s'est passé à la rue de la République, où là ce sont des grandes sociétés qui l'ont acheté, ils ont tout découpé, ils ont standardisé les appartements, 80 mètres carrés, 60 mètres carrés. Ben, c'est pas ça qu'on vient chercher dans le centre-ville. Enfin, à mon sens, ça va... pour certains, ça correspondra à un besoin. Moi, ce que j'imagine pour notre cœur de ville, donc je ne dis pas pour le premier arrondissement, pour le coup, je ne suis pas pour dichotomie, mais j'essaye d'en tirer le potentiel et les atouts. Et le patrimoine, c'est un vrai potentiel. Et le logement, c'est aussi ça. C'est aussi de la rénovation, de l'accession à la propriété. Et c'est vrai, vous avez raison, mais je l'ai entendu. Alors, je l'ai entendu, je vais même le rapporter. Si on peut accélérer, s'il y a des politiques nationales qui peuvent aider, si on peut inciter. Des fois, vous savez, il y a des petites choses qui se font. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais là, par exemple, j'ai pris des coordonnées. On me dit, ah, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps dans l'immobilier, dans le centre-ville. J'ai d'ailleurs rencontré ce monsieur-là. Parce que je voudrais savoir pourquoi. Pour inciter commerce vide. Vous savez qu'il y a des familles quand même qui sont propriétaires de beaucoup de patrimoine foncier et depuis longtemps. Et quand je vous dis mais pourquoi alors ne sont pas incités à développer, à participer à un projet collectif, ouvrez-les vos cellules commerciales. Bon, je suis sur les commerces en ce moment, je n'étais pas sur le logement parce qu'il y a vraiment quelqu'un à la ville qui s'en occupe et qui s'en occupe bien, voilà, et qui vous expliquera bien mieux tout ça. Mais je suis sur les magasins. Bon, et je dis, bah alors, il faut qu'ils nous permettent de les ouvrir. Ça leur rapporte rien aujourd'hui. Ah, ben alors on dit on ne brade pas le patrimoine, voilà, donc il faut un peu essayer de faire bouger les lignes aussi. Donc on aura des propos, on a réfléchi à des propositions, essayer de trouver des propositions incitatives pour que ces propriétaires ils ouvrent aussi leur foncier. Voilà, on libéralise un petit peu de foncier dans le centre-ville. Et je pense que du coup aussi la question du logement, ça sera aussi cette question d'accéder à des logements et c'est vrai que pour aussi des familles qui ne pourraient peut-être pas y accéder si tout était rénové et magnifique. Il y a aussi un peu de ça quand même. On dit que ce n'est pas assez rénové et qu'après on parle de gentrification. Donc peut-être qu'il faut trouver un juste milieu parce que ça me paraît être dans l'obligation quand même de nous obliger à une certaine cohérence. Et on fait attention, si on ne veut pas trop de gentrification, il faut aussi peut-être laisser les gens pouvoir faire eux-mêmes et accéder. Comme le temps a passé, on va revenir à des questions de la salle. Alors, les mains se lèvent, je vais en profiter pour faire une petite minute commerciale moi aussi, et vous dire que on vous a distribué les petites cartes. Alors, c'est une offre, je pense que, j'espère que vous avez distribué les petites cartes, il doit rester à la sortie. Ces petites cartes, il y a un petit code que vous pouvez flasher et ça vous permet de vous abonner à Mars Actu si vous ne l'êtes pas déjà, en bénéficiant d'une réduction de 10% jusqu'à dimanche inclus. Voilà, donc c'était juste le temps qu'on trouve le micro et qu'on puisse repasser à une série de questions.